Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un petit message dans la partie conversation. Donc, bienvenue aux universités d'été d'AgroSolutions. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances, a réussi à bien déconnecter en tout cas. C'était l'objectif de cet événement de rentrée qu'on a organisé pour vous. Nos équipes ont bien travaillé pour vous préparer donc une série de webinaires sur des thématiques stratégiques vraiment qui vont être clés pour cette année autour de l'agriculture et de l'alimentation pour vous permettre de rentrer en toute sérénité. Pour ma part, je suis Ludivine Alardon, directrice en charge des opérations du cabinet AgroSolutions. Et pour cette première session, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Dizien, qui est notre grande prêtresse du bilan carbone, et Anne-Sophie, qui travaille aussi sur les sujets carbone, et notamment sur notre outil Carbone Extract de mesure de la transition bas carbone des exploitations. Voilà donc pour la présentation rapide. Donc on vous annoncera, donc c'est une série de webinaires globalement autour du déjeuner. Il y en a à peu près 2 par jour. Vous pouvez retrouver les thématiques, on vous enverra le lien sur le site AgroSolutions. Donc il y aura évidemment des replays qui seront disponibles. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. En fin de webinaire, on annoncera donc le suivant qui est à 13 h. Et puis, pour toutes les questions, donc on va vraiment garder on espère un bon 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à nous les poster directement dans la partie conversation du Teams. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction. Caroline et Anne-Sophie, je vous laisse la main. Merci. Merci Ludivine. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va quand même reprendre quelques instants pour vous présenter AgroSolutions pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas bien. AgroSolutions, nous sommes un cabinet de conseil en agro-environnement. On est une filiale d'Invivo qui regroupe plus de 200 coopératives agricoles sur tout le territoire français. Donc, au sein de ces 200 coopératives, ça représente plus de la moitié des agriculteurs de France qui sont représentés, ce qui nous permet d'avoir donc un lien assez privilégié avec le terrain. Mais par ailleurs, on fonctionne en totale indépendance et on travaille avec tout type d'acteurs, pas seulement des acteurs de la coopération agricole et du réseau Invivo, mais d'autres acteurs et notamment même des concurrents parfois d'Invivo. Donc, on compte 48 collaborateurs chez AgroSolutions. On est répartis dans 6 bureaux en France, sachant que le bureau principal, notre siège, il est situé à Reims, ou plus précisément à Besanne, dans la Marne. Et on intervient auprès de nos clients sur tout le territoire français. Donc, AgroSolutions existe en fait depuis plus de 45 ans. Si tu peux juste revenir en arrière, excuse-moi. Oui, excuse-moi, pardon. Depuis plus de 45 ans, à l'origine, en fait, on était le centre technique agronomique du réseau des coop agricoles Invivo. En quoi ça consiste? Les agriculteurs, ils ont besoin de savoir, de connaître les produits qu'ils utilisent, leurs performances techniques et environnementales. Et ça passe dans le réseau des coopératives par des essais qui sont mis en place par les coopératives, des essais au champ des différents produits. Et donc, tous ces réseaux d'essais, ils sont historiquement animés par AgroSolutions, qui se charge également de réaliser des synthèses des essais. Et c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui, et ça fait partie de nos missions. Et c'est un axe, c'est un axe différenciant sur le marché du conseil et auquel, évidemment, on tient beaucoup. Donc, je pense que tu peux tout dérouler la presse. Donc, un autre élément qui nous caractérise, c'est qu'on met en place des méthodes qui sont issues au maximum de références et de projets qui sont développés avec la recherche scientifique et avec les instituts référents dans chaque domaine. Donc, l'idée, c'est d'être en avance de phase, de collaborer avec des acteurs clés sur les différents sujets et d'appuyer nos conseils sur des références scientifiques solides. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de sujets et de projets recherche et développement sur lesquels on travaille.
Dans un premier temps, sur le carbone, on avait notamment le projet Carbon Think qu'on avait piloté, dont l'objectif était de créer un modèle économique de la transition bas carbone dans le Grand Est. Et puis plus récemment, on a le projet Marvic, pour lequel AgroSolutions est mandaté par la Commission européenne au sein d'un consortium de 15 centres de recherche européens sur les sols et l'agronomie, pour écrire les règles et les méthodes de mise en œuvre de la politique carbone farming européenne. D'autres exemples, on a le projet CASDAR Apprivoise, dont le but est de développer des indicateurs de biodiversité agricole et de créer des références pour la mesure de cette biodiversité. Ensuite, sur les sujets de gestion de l'eau, via les projets CEDISCO, on travaille encore à l'évaluation des pratiques et des systèmes agricoles en termes d'impact qualitatif et quantitatif sur l'eau. Et puis, enfin, un autre sujet qui nous tient pas mal à cœur, c'est celui de la vie des sols. Et on a travaillé notamment sur le projet Agro-Écosol, dont l'objectif était de développer une offre de services opérationnels basée sur les analyses de sol pour, je dirais, la gestion intégrée des sols agricoles. Et enfin, pour toutes ces méthodes, on s'appuie sur tous les grands standards qui font référence dans les domaines sur lesquels on travaille. Je vais passer à la suivante. Donc, grâce à nos 48 collaborateurs qui sont pour la plupart des ingénieurs agronomes et à leurs expertises dans les domaines qui sont cités ici, on construit des méthodes sur mesure pour vous aider à concevoir votre stratégie de transition environnementale, à la mettre en place et à la mesurer. Donc, comme je disais, on intervient sur toute la chaîne agroalimentaire et on a un accompagnement auprès d'acteurs de l'amont agricole, bien sûr, donc tels que les coopératives, les fournisseurs d'intrants, des groupements d'agriculteurs, mais également des industries de l'agroalimentaire et aussi des territoires, aussi bien des acteurs privés comme les énergéticiens ou les gestionnaires de l'eau, que des acteurs publics comme les institutions ou les collectivités. Alors, on va commencer du coup le cœur de cette présentation sur le changement climatique. Au cours de cette présentation, on va définir le changement climatique et la situation actuelle. Puis nous aborderons ensuite la contribution de l'agriculture au changement climatique, les leviers possibles pour l'atténuer, à la fois pour les filières végétales et animales. Donc, le changement climatique, il est lié à l'effet de serre, qui est un phénomène naturel. L'effet de serre permet de maintenir une température vivable à la surface de la Terre grâce aux gaz à effet de serre qui sont contenus dans l'atmosphère et qui ont un rôle important dans la régulation du climat. En fait, ils empêchent une large part de l'énergie solaire d'être renvoyée de la Terre vers l'espace et donc permettent ainsi d'avoir en moyenne à la surface de la Terre une température de 15 degrés. Donc, sans cet effet de serre, la température serait de moins 18 degrés. Donc, cet effet de serre, il est lié aux gaz à effet de serre contenus dans l'atmosphère. Et donc, ces gaz à effet de serre se répartissent de la manière suivante. Le gaz à effet de serre majoritaire, donc en bleu, c'est le dioxyde de carbone qui est présent pour 75%. Ensuite, nous avons le méthane CH4 pour 18%. Le protoxyde d'azote pour 4% en vert, et puis les gaz fluorés pour 3%. Donc, pour pouvoir comparer et additionner ces différents gaz à effet de serre, on utilise une unité commune, donc, qui est la tonne de CO2 équivalent, et qui est un indicateur, en fait, pour traduire le pouvoir de réchauffement global de ces différents gaz à effet de serre. Donc, le PRG est différent selon les gaz à effet de serre. Le PRG le moins important, donc c'est qui est le PRG de base, enfin, qui sert à cette unité tonne de CO2 équivalent, c'est donc le dioxyde de carbone qui a un PRG de 1. Ensuite, on a le méthane qui a un PRG compris entre 28 et 30. Le protoxyde d'azote a un PRG plus élevé de 265 et ensuite un exemple de gaz fluoré, le SF6, qui lui a un PRG de 23 500. Donc ces différents gaz à effet de serre ont des sources et des secteurs concernés
différents. Donc, pour le dioxyde de carbone, en fait, c'est tout ce qui est lié à la combustion d'énergie fossile. Donc, ça va être les secteurs du transport, du chauffage, de la production d'électricité et la déforestation aussi qui émet du CO2. Le méthane, lui, est plus lié aux activités d'élevage de bétail, aux décharges, aux rizières, aux marais et aux feux de forêt. Le protoxyde d'azote est vraiment lié au secteur de l'agriculture et notamment à la gestion des engrais minéraux. Et les gaz fluorés sont présents dans tout ce qui est système de réfrigération, les bombes à aérosols et les mousses industrielles. Alors, en face de ces gaz à effet de serre, on a également des puits de carbone. Donc, les puits de carbone, ce sont des réservoirs qui captent et stockent le carbone atmosphérique de façon durable et pérenne. Donc, il y a deux puits de carbone notamment, enfin, deux puits de carbone, la biosphère terrestre qui est en fait tout ce qui est les sols, la végétation des écosystèmes forestiers et agricoles, les tourbières, etc. Et l'océan qui va stocker du carbone via le calcaire, le CO2 dissous, la faune et la flore marine, donc notamment le plancton. Donc ici, ce graphique vous présente en fait dans la partie haute les émissions de gaz à effet de serre, donc avec en bleu tout ce qui est lié aux combustibles fossiles et en vert les émissions liées à la déforestation. Et ensuite, la partie du bas, ce sont les endroits où vont s'accumuler les gaz à effet de serre et donc le carbone, le dioxyde de carbone, donc à savoir les océans, les puits terrestres et l'atmosphère. Ah, excusez-moi. Donc, les secteurs agricoles et forestiers sont les seuls secteurs qui captent et qui stockent du carbone dans la biomasse, donc via la photosynthèse, mais aussi dans les sols par accumulation de la matière organique qui est composée, comme vous le montre le graphique ci-contre, à 50% de carbone. Donc, il est désormais avéré que les activités humaines sont responsables de l'augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui entraîne le réchauffement climatique par le phénomène naturel de l'effet de serre, comme on l'a vu précédemment. Donc, ce graphique ici présente l'évolution de la température moyenne annuelle mondiale depuis la période pré-industrielle jusqu'à 2020. La courbe en noir, c'est la courbe d'évolution de la température moyenne observée. Et ici, donc liée à la fois aux facteurs humains et aux facteurs naturels. Et ici, en bleu, vous avez la courbe de simulation de l'évolution de la température moyenne annuelle mondiale si on ne prenait en compte que les effets naturels. Ce qui démontre bien que ce sont les activités humaines qui sont responsables de cette augmentation. Et on peut voir qu'à partir des années 80, on a une accélération de cette augmentation de température moyenne. Donc, le changement climatique, où en sommes-nous? Donc, vous avez ici les données clés au niveau monde, Europe et France pour l'année 2020. Donc, au niveau mondial, en 2020, on a eu près de 50 gigatonnes de CO2 équivalent émis. Si on prend en compte les émissions liées à l'usage des sols et à la déforestation, donc c'est le secteur UTC-ATF pour utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie. Donc là, si on prend en compte ce secteur UTC-ATF, on est à 55,6 gigatonnes de CO2 équivalent émis. Pour l'Europe, on est à un niveau de 3,3 gigatonnes de CO2 équivalent émis et au niveau français, on est à 393 millions de tonnes de CO2 équivalent émis. Si on regarde un petit peu l'évolution de ces émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, au niveau mondial, on a une augmentation de plus 51%, alors qu'au niveau européen, on a une diminution de 32%, ainsi qu'au niveau français, une diminution de 28%. Donc, au niveau mondial, il faut savoir que les pays les plus émetteurs en 2020 étaient la Chine, devant les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde. Et cette augmentation de 51%, elle est due principalement, enfin les plus gros contributeurs de cette hausse sont la Chine, l'Inde, la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, alors que effectivement les émissions des États-Unis ont diminué ainsi que les émissions de l'Union européenne.
Et il faut savoir qu'en 2020, on avait une baisse de 4,5% par rapport à 2019 des émissions de gaz à effet de serre, et c'est dû à l'épisode Covid, à la pandémie de Covid au niveau mondial. Donc, si on regarde ensuite la hausse des températures mesurée depuis la période pré-industrielle, on est à plus 1,1 degré au niveau mondial. Ça, c'est ce qui est effectif actuellement. Et on est à plus 1,5 degré au niveau français. Et le dernier rapport, le 6e rapport du GIEC, qui a été publié le 20 mars 2023, nous indique que le réchauffement global de 1,5 degré sera atteint dès 2030, qu'on observe un accroissement de la vulnérabilité des écosystèmes et des populations, donc en lien avec les sécheresses, les inondations, la santé, etc., l'accès à l'alimentation notamment. On a aussi une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre depuis 2010, même si dans cette dernière décennie, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre va 2 fois moins vite que la décennie précédente. On a une intensification des impacts du changement climatique, donc avec des températures extrêmes, des précipitations de plus en plus intenses, mais aussi une irréversibilité de certains de ces impacts, comme notamment la montée du niveau des mers et la fonte des calottes glaciaires, donc une irréversibilité pendant des siècles, voire des millénaires. Et enfin, il s'avère que les politiques en place fin 2020 conduiraient à un réchauffement global de plus 3,2 degrés en moyenne en 2100. Maintenant, Caroline va vous parler de la contribution de l'agriculture et des leviers d'atténuation. Oui, merci Anne-Sophie. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu ou revu les enjeux du réchauffement climatique, on va passer au cœur du sujet qui est le focus sur la contribution de l'agriculture. Donc, selon un rapport récent de la FAO, les émissions, 31% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine humaine sont dues aux filières agroalimentaires dans leur globalité, ce qui représente environ 17 gigatonnes de CO2 équivalent. Si on fait un focus sur la France, là vous avez une illustration qui est ici du rapport d'un rapport du CITEPA de 2022 sur la répartition des émissions selon les grands secteurs en France. Et donc, on voit que pour l'agriculture, cela représente 21% des gaz à effet de serre, soit environ 85 millions de tonnes de CO2 équivalent. Le secteur le plus émissif étant encore celui des transports avec 29%. Donc, si on a sur la droite là une vision un petit peu aval en regardant le bilan carbone de l'alimentation en France, donc qui au-delà de la production agricole comprend également toutes les étapes aval de transformation, transport, distribution, consommation. On voit que l'agriculture représente au global 67% des émissions de ce secteur. Donc, quelles sont ces émissions? C'est assez important d'avoir en tête pour l'agriculture que même si on parle beaucoup de CO2, on parle de carbone, le CO2 n'est pas le principal gaz qui est émis par l'agriculture. Donc, il y a des émissions de CO2 qu'on voit ici sur le graphique en jaune-orange qui sont liées aux diverses consommations d'énergie au sein des exploitations agricoles, notamment le GNR dans les tracteurs. Mais en fait, quand on rapporte au PRG, au pouvoir de réchauffement global qu'Anne-Sophie a présenté tout à l'heure, finalement, les deux gaz qui sont les plus représentatifs et qui ont le plus d'impact sur le réchauffement climatique, ce sont d'une part donc, le méthane, CH4, qui est lié principalement à la fermentation entérique, c'est-à-dire la digestion des ruminants, et qui est émis aussi par les effluents dans les phases de stockage. Donc voilà, ça représente 45% des émissions. Et puis l'autre pendant, c'est le protoxyde d'azote, N2O, qui lui est lié, c'est un gaz qui est issu en fait du cycle de l'azote, et donc il est lié à l'épandage des engrais azotés sur les sols, l'épandage des effluents d'élevage également, et également à la dégradation des résidus de culture dans les sols agricoles.
Donc, comme dans tous les secteurs, l'agriculture, elle présente à la fois des émissions directes, donc des gaz qui sont directement émis au niveau des exploitations, mais aussi des émissions indirectes, qui ne sont pas dues directement à l'activité agricole, mais qui sont d'une certaine manière essentielles à la réalisation de cette activité. Donc, pour ce qui est des émissions directes, on l'a vu, c'est principalement les émissions liées aux apports d'azote sur les sols, donc des émissions principalement de protoxyde d'azote N2O, et d'autre part, les émissions liées à la fermentation entérique des animaux d'élevage. Et puis, on a également donc, les émissions liées à la gestion des effluents, et puis tout ce qui est émissions liées aux consommations énergétiques, voilà, consommation de carburant dans les machines, consommation d'électricité pour des installations diverses et variées. Et pour ce qui est des émissions indirectes, donc c'est celles qui ont lieu finalement à la production des intrants qui sont utilisés en agriculture. Et ici, ce qui pèse principalement, ça va être la fabrication des engrais azotés, qui est à la fois un process qui va déjà émettre du protoxyde d'azote, mais qui est aussi très consommateur d'énergie et donc qui va émettre du CO2. Et puis on a également la production des autres types d'intrants et la production de l'énergie qui va être consommée au niveau des exploitations. Donc à partir de ces infos, on peut dresser un bilan carbone moyen d'une exploitation agricole. On va déjà commencer par parler d'une exploitation type en grande culture, donc avec uniquement de la production végétale, donc sans production animale. Donc là, vous avez l'exemple d'un bilan carbone d'une exploitation de grande culture céréales et oléoprotéagineux en région Grand Est. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les émissions principales, donc la partie bleue, correspond à celles qui ont lieu directement sur les sols agricoles. Et donc, c'est principalement des émissions de protoxyde d'azote qui sont liées à l'épandage des engrais et à la dégradation des résidus de culture. Ensuite, le deuxième grand poste en rouge, ce sont les émissions liées à la fabrication des intrants. Et notamment, on l'a déjà dit, des engrais. Et puis enfin, en jaune-orange, vous avez encore une fois les émissions de CO2 qui sont liées à la consommation d'énergie, dont notamment le GNR dans les tracteurs. Donc si on a encore une fois une vision un petit peu plus d'aval, vous avez l'exemple ici sur la droite de la répartition des émissions de gaz à effet de serre pour produire 1 kg de farine. Donc cette répartition, elle est issue de la référence farine issue de blé conventionnel de la base de données Agribalise. Et en fait, ce qu'on voit très, très facilement, c'est que les deux postes les plus importants que vous avez en bas, donc en vert et en orange, c'est la production des engrais et l'utilisation des engrais. Donc, quand on somme ces deux postes, on a vraiment la grande majorité des émissions à la sortie d'1 kg de farine. Donc voilà, en conclusion, en production végétale, je pense que le message il est assez simple. Vraiment le poste majoritaire d'émissions est d'assez loin. C'est celui qui est lié à la fabrication et à l'utilisation des engrais azotés. Alors du coup, on va faire le même exercice pour les productions animales, pardon. Alors, en production animale, ici, vous avez un graphique qui vous présente par typologie d'animaux, en fait, par système, donc les bovins, lait, bovins, viande, porcins, volailles, autres élevages, les principaux postes d'émission. Et donc, on s'aperçoit qu'en ruminant, eh bien, les principaux postes d'émission, ce sont la fermentation entérique et la gestion des pâtures, et puis la gestion des effluents d'élevage, qui est aussi commun aux élevages monogastriques. Voilà, donc les principaux postes, c'est la fermentation entérique en production de ruminants. Et donc, si on regarde les émissions liées à la production, à des produits animaux peu transformés, donc pareil, ce sont des ressources Agribalise, on se rend compte que comme pour la production végétale, en fait, 80 à 95% de l'empreinte carbone de ces produits animaux est liée à l'amont agricole, c'est-à-dire à la phase production agricole, donc, puisque c'est ce qu'il y a ici en bleu grisé sur ces différentes colonnes du graphique selon les produits animaux.
Donc, l'agriculture, le secteur agricole est effectivement émetteur de gaz à effet de serre, mais il est aussi apporteur de solutions, dans le sens où, comme on l'a déjà dit précédemment, avec le secteur forestier, c'est le seul secteur à stocker du carbone et donc à pouvoir compenser en partie ses émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on vous a mis quelques chiffres de l'étude 4 pour 1000 produite par l'INRAE qui a testé en fait 9 pratiques stockantes en écosystème prairiaux, grandes cultures et cultures pérennes. Et donc, la conclusion de cette étude, c'est que ces 9 pratiques stockantes pourraient permettre de stocker 1,2 million de tonnes équivalent CO2 par an, soit 25% des émissions du secteur agricole. Le potentiel est principalement situé dans les systèmes de grandes cultures, avec 86% du potentiel total de ce stockage de carbone additionnel potentiel. Et au niveau des systèmes de grandes cultures, c'est l'extension des cultures intermédiaires qui est le premier levier en potentiel, soit 35% du potentiel total. Alors maintenant qu'on a vu la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique et qu'on a vu aussi le potentiel de stockage de carbone dans l'agriculture, on va vous présenter assez rapidement les principaux leviers bas carbone qui sont identifiés dans le secteur, en commençant encore une fois par la partie production végétale. Donc un premier groupe de leviers qui sont ceux qui visent à réduire les émissions de la production agricole. Donc dans ce graphe, vous voyez une liste de leviers et un potentiel de réduction calculé pour 1 hectare de blé tendre conventionnel, qui a été calculé d'après la méthode label bas carbone grande culture. Donc par rapport à ce qu'on a dit avant, sans surprise, on a déjà tout un groupe de leviers qui vont viser soit à diminuer les quantités d'azote apportées aux cultures, soit à améliorer leur efficience. Donc, soit c'est purement de la diminution, soit c'est donc de l'amélioration de la forme d'azote qui est apportée, puisqu'il y a des formes d'azote qui sont plus ou moins émissives. Et donc, notamment sur la partie minérale, l'ammonitrate, en comparaison avec l'urée ou la solution azotée, c'est la forme d'azote qui est la moins émissive au global. Donc, la substitution de l'ammonitrate va être intéressante. Après, on peut avoir aussi, par exemple, avec l'urée, l'utilisation d'inhibiteurs d'uréase, qui sont des produits d'enrobage de l'urée qui permettent de diminuer les émissions de protoxyde d'azote au champ à l'application de l'urée. Et on a également des pratiques d'enfouissement dans des délais assez rapides après l'apport des engrais qui permettent également de diminuer ces émissions de protoxyde d'azote. Ensuite, on a un levier qui va toucher un peu plus le système de culture. C'est le fait d'insérer des légumineuses dans les rotations. Donc, les légumineuses présentent l'avantage de pouvoir capter l'azote atmosphérique et donc on ne va pas avoir besoin de les fertiliser, donc d'apporter de l'azote externe pour leur croissance. Et donc ça, mécaniquement, quand on insère des légumineuses dans les rotations, mécaniquement sur l'ensemble de la rotation, on va diminuer les quantités d'azote apportées. Et en plus, c'est des cultures qui vont permettre du coup de rapporter de l'azote dans le système sol-plante. Donc, ils vont permettre de pouvoir faire des économies aussi sur les cultures suivantes. Et donc, la dernière ligne, c'est plutôt, on va dire, une série de leviers qui se concentrent plutôt sur les consommations énergétiques, avec l'objectif de réduire la consommation de carburant dans les tracteurs, notamment par des leviers d'éco-conduite, des réglages matériels ou éventuellement l'utilisation de guidage par GPS pour optimiser ces trajectoires dans les parcelles. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, juste je finis sur le suivant, aujourd'hui en blé en tout cas, puisque c'est l'exemple du blé, ou en tout cas sur des systèmes céréaliers, le levier qui est considéré comme ayant le plus de potentiel pour réduire les émissions, c'est celui lié à l'insertion de légumineuses. Ensuite, donc une fois qu'on a réduit, on veut aussi chercher à augmenter le carbone qui est stocké dans les sols et la biomasse agricole. Donc ça, sur ce schéma, c'est des exemples
de leviers qui sont issus de l'étude 4 pour 1000 de l'INRAE, avec un potentiel d'atténuation qui a été aussi calculé dans cette étude et qui est un potentiel net, on va dire, qui comprend à la fois les réductions d'émissions et l'augmentation du stockage. Donc, ce qu'on voit, c'est par exemple sur dans les systèmes viticoles, l'enherbement des vignes, que ce soit un enherbement permanent ou temporaire, qui permet de stocker du carbone. Ensuite, on a la plantation de haies, qui permet évidemment de stocker du carbone dans la biomasse. On a également la pratique de l'agroforesterie, qui va permettre aussi de stocker des quantités assez importantes de carbone dans la biomasse des arbres. Ensuite, en termes de levier plus de rotation, on a l'insertion et l'allongement des durées de présence des prairies temporaires dans les rotations de grandes cultures. On a également l'utilisation de ressources organiques qui peuvent venir en substitution des engrais minéraux, donc pour fertiliser, et qui ont l'avantage que n'ont pas les engrais minéraux, qui est d'apporter du carbone dans les sols. Et enfin, la généralisation des couverts intermédiaires, qui présentent de nombreux bénéfices, mais notamment ceux de pouvoir piéger l'azote et de rapporter non seulement de l'azote, mais aussi du carbone au système et au sol. Alors, si on regarde maintenant les leviers bas carbone en élevage, donc globalement en élevage, pour améliorer l'empreinte carbone des élevages, les actions à mettre en œuvre sont de 3 types en fait. Soit réduire les rejets vers l'environnement, optimiser l'utilisation des ressources et augmenter le stockage de carbone. Donc on a 6 grandes familles de leviers qui sont répertoriées. On va avoir la famille qui concerne la gestion du troupeau. On va essayer d'optimiser la santé et le bien-être des animaux pour qu'ils puissent exprimer au maximum leur potentiel de production. On va essayer de limiter en élevage de ruminants les phases de non-production, c'est-à-dire que une génisse qui n'a pas encore vélé est considérée comme une génisse qui se nourrit et qui émet du méthane, mais sans avoir de production en face, c'est-à-dire soit viande, soit lait. Alors, c'est un résumé, hein, mais et donc, on va essayer de limiter cette phase de non-production sans atteindre, bien sûr, le bien-être et la santé de l'animal, mais pour essayer qu'elle rentre en production le plus vite possible et qu'elle n'émette pas de méthane sans avoir en contrepartie une production en face. On va aussi pouvoir jouer sur tout ce qui est performance génétique des troupeaux. Ensuite, on a la famille alimentation du troupeau qui est assez commune, du coup, pour à la fois les monogastriques et les ruminants, où on va, alors plutôt pour les ruminants, augmenter la qualité des fourrages, mais pour les monogastriques aussi, le nœud de la guerre, c'est d'optimiser la ration alimentaire et donc pour qu'elle se colle le plus possible aux besoins des animaux. On va aussi jouer sur l'autonomie protéique des exploitations et aussi sur l'origine des aliments qui sont plus ou moins émetteurs en gaz à effet de serre. On a ensuite la famille de la gestion des déjections animales où en ruminant, on va pouvoir essayer d'optimiser au maximum le pâturage et on peut essayer aussi de limiter les émissions lors de l'épandage ou du stockage des effluents d'élevage en jouant sur le matériel ou sur la couverture des ouvrages de stockage. On peut aussi mettre en place une unité de méthanisation. Pour la famille de la gestion des surfaces cultivées, donc là, on va revenir un peu au levier qu'a déjà évoqué Caroline, donc je vais passer rapidement. La consommation d'énergie et d'engrais, c'est pareil qu'en en production végétale, sauf que là, on va avoir aussi tout ce qui est lié à la consommation d'énergie dans les bâtiments d'élevage pour l'aération, pour le chauffage, etc. Et puis, on va aussi pouvoir jouer, comme en production végétale, sur les infrastructures agroécologiques en gérant de manière optimale ces haies, en implantant de nouveaux ou en implantant de l'agroforesterie. Et donc, en élevage, en fait, un levier va être applicable et son impact sera variable selon la production animale qui est en place. Est-ce que ce sont des ruminants ou est-ce que ce sont des monogastriques? Selon le contexte géographique, zone de montagne, zone de plaine, et également selon le système en place. Est-ce que c'est un système conventionnel, en agriculture biologique, plus ou moins herbagé? Mais certains leviers concernent à la fois les ruminants ou inversement les monogastriques. Et certains leviers peuvent concerner l'ensemble des typologies d'animaux. Donc, notamment, travailler sur l'origine des concentrés, donc des aliments achetés sur les exploitations agricoles, puisque, par exemple, un tourteau de soja déforestant va être beaucoup plus émetteur qu'un aliment azoté d'origine française ou européenne.
Donc voilà, on vous a brossé un petit peu ce qu'est le changement climatique, la situation actuelle, l'impact de l'agriculture et quels sont les leviers que le secteur agricole peut mettre en place. Donc, on se rend compte que l'agriculture, comme tous les secteurs, doit participer à l'atténuation de ce changement climatique, notamment parce qu'elle en subira pleinement les conséquences. Mais l'agriculture est, avec le secteur forestier, aussi un des seuls secteurs à stocker du carbone et donc à être apporteur de solutions. Pour progresser dans sa transition bas carbone, le secteur agricole doit mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, évaluer son stockage de carbone et puis mettre en place un plan d'action afin de diminuer son impact carbone. Et pour cela, AgroSolutions dispose des multicompétences pour accompagner les agriculteurs, les coopératives, les industries agroalimentaires et les territoires. Donc, alors, du coup, je te laisse la main sur cette diapo, Caroline. Donc, effectivement, on va un peu dérouler les compétences qu'on peut mettre à votre disposition. Et je dirais que pour rentrer dans une stratégie dans un process de transition bas carbone, ça doit se faire par étapes. Et il y a une première étape qui nous semble assez importante. C'est notamment ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de se former à ces sujets-là et c'est de sensibiliser aussi les équipes en interne, les dirigeants sur ces sujets. Donc, on peut proposer plusieurs choses, comme par exemple la fresque du climat, que vous connaissez peut-être, et qui est un outil qui permet de sensibiliser à la question du réchauffement climatique de manière globale. On propose aussi des formations dans le cadre de notre outil de diagnostic d'exploitation Carbone Extract, qui sont des formations à destination de conseillers agricoles. Et puis, de manière plus générale, des formations qui peuvent être adaptables en fonction du public et des objectifs sur les différents enjeux du réchauffement climatique et de la transition bas carbone. Donc, on l'a dit, hein, il faut, à un moment, pour pouvoir évaluer sa progression dans une transition bas carbone, il faut pouvoir réaliser le bilan carbone, enfin, mesurer ses impacts, ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, AgroSolutions peut vous accompagner pour réaliser le bilan carbone, donc soit à l'échelle d'une entreprise avec la méthode bilan carbone, soit à l'échelle des exploitations agricoles avec notre outil Carbone Extract, ou soit à l'échelle des territoires avec l'outil Climagri qui permet de réaliser le bilan gaz à effet de serre de l'activité agricole d'un territoire. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé notre bilan, on rentre dans la phase plutôt plan d'action, stratégie, et on va notamment ici s'adresser aux filières agroalimentaires, dont le bilan carbone, comme on l'a vu, est souvent très dépendant de leur amont agricole. Et donc, on les accompagne pour définir leur stratégie en termes de leviers à mettre en place et de la façon de les mettre en place au sein de leur chaîne de valeur, avec notamment, au-delà des notions de potentiel d'atténuation, des notions aussi de faisabilité technique et économique. Et puis, une fois la stratégie définie, eh bien, on peut également accompagner sur son suivi via notamment des process de traitement, valorisation des données agricoles. Et pour finir, on peut accompagner des filières à mettre en œuvre leur transition par le déploiement de projets label bas carbone. Donc, nous avons participé à plusieurs rédactions de méthodes label bas carbone, donc notamment les grandes cultures. On peut également réaliser des études préalables d'évaluation du potentiel de crédit carbone sur votre territoire. Et on peut également accompagner des porteurs de projets au montage de projets label bas carbone. Donc voilà un petit peu le panel de compétences qu'on peut mettre à votre disposition pour engager une transition bas carbone de votre activité. Ce dont on s'aperçoit, c'est que le changement climatique, c'est un sujet transversal qui implique beaucoup de sujets techniques, que ce soit l'eau, le sol, la biodiversité, l'adaptation au changement climatique. Et donc, pour cela, vous nécessitez différentes compétences que nous avons au sein d'AgroSolutions. Et les prochains webinaires de cette semaine d'université d'été vont aborder certains de ces sujets. Donc, alors déjà, le prochain webinaire a lieu aujourd'hui à 13h et donc il est sur le sujet de l'éco-conception et de l'affichage environnemental.
Mais donc, effectivement, pour terminer sur ce sujet du changement climatique et de l'agriculture, il y a différents sujets qui sont aussi concernés par le changement climatique qui seront traités lors de cette semaine, notamment un webinaire sur les sols, sur la décarbonation, sur la biodiversité, l'eau, la stratégie nationale bas carbone et puis l'adaptation au changement climatique. Voilà, on en a terminé pour notre présentation. Je pense qu'on peut passer aux questions. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie, merci Caroline. Donc, pas énormément de questions, il y avait juste une question sur la slide 14. Peut-être Anne-Sophie, si tu peux revenir dessus, avoir un détail culture et élevage. Alors, je ne sais pas si on l'a, sinon on peut creuser. Slide 14. Je ne sais pas si c'était la 14 du coup. Non, ça ne devait pas être la 14 du coup. Après, peut-être que la question c'était, alors on y a peut-être répondu en partie, hein, mais c'était sur dans la contribution au changement climatique entre les cultures et l'élevage, qu'est-ce qui pèse le plus? Et c'est vrai qu'il y a une notion de, là on a bien séparé, on a fait, on a parlé des grandes cultures, puis on a parlé de l'élevage. Pour que les messages soient plus clairs, mais c'est vrai qu'il y a de toute façon un lien entre les deux. Il y a des exploitations de polyculture élevage, il y a des cultures qui sont effectivement à destination de l'alimentation animale. Donc, c'est pour eux, hein. Il y a évidemment des liens entre les deux. Les effluents d'élevage sont utilisés comme engrais en grande culture. Enfin, voilà. Donc, voilà, on a essayé de séparer un petit peu les sujets pour que ce soit plus clair, mais c'est évidemment des productions qui sont liées entre elles et qui sont interdépendantes. Et sur ces sujets-là, pour information, il y a des plans d'action filière qui sont en train de se mettre en place au niveau français sur la décarbonation, qui permettront aussi d'y voir un peu plus clair sur ce qui pèse le plus et sur les leviers principaux qui vont être mis en place entre la partie culture et la partie élevage. Ok. Pas d'autres questions à ce stade. Je revérifie, mais je pense que c'est bon. Donc, oui, la présentation sera partagée. Il y aura aussi un replay donc, qui sera disponible de, a priori, tous nos webinaires, sauf contraintes techniques. Et voilà, et je pense qu'il ne nous reste plus qu'à remercier, vous êtes dans le timing à 2 minutes près, donc merci beaucoup Anne-Sophie et Caroline, et puis donc rendez-vous à 13h pour donc le deuxième webinaire de ces universités d'été. Le replay se trouvera sur quelle plateforme? Le replay se trouvera sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée.